Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire concernant la vie après la vaccination contre la COVID-19. Donc, je laisse la parole à Dr. Vanessa Béliveau. Merci Christina. Donc, bonjour à tous. Alors, ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vous vois pas, mais je vous sens. Et puis, écoutez, c'est un sujet on ne peut plus positif. Il n'y a même pas une couple d'heures, on venait d'apprendre encore de bonnes nouvelles de la part de notre gouvernement que nous allons tous être en zone jaune ou verte à partir de lundi prochain. Et ça, en grande partie grâce à la vaccination. Donc, le sujet ne peut pas être plus à propos. Donc, parlons justement de la vie après la vaccination contre la COVID-19. Donc, les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, on va faire un aperçu des vaccins de façon assez générale. Je ne veux pas de toute façon, dans ma première partie, vous prendre trop de temps parce que je veux vous laisser de la place pour vos questions, c'est bien sûr. Donc, je vais de façon générale vous donner ces informations-là. On va parler de la sécurité des vaccins. Les bienfaits vont venir un peu avec les diapos qui vont suivre par la suite à ce moment-là. Donc, une fois vacciné, alors, qu'est-ce qui sera permis, qu'est-ce qui sera interdit? Encore une fois, c'est là qu'on va pouvoir parler de l'effet positif de la vaccination, plan de déconfinement, fait qu'on va y revenir plus en détail et ça va un peu entrecouper avec le regard sur l'avenir. Donc, une fois qu'on va être beaucoup de personnes vaccinées, qu'on ne sera pas juste en train d'être dans un plan de vaccination, mais que ça sera fait avec une bonne immunité, ça ressemble à quoi notre futur à ce moment-là? Pour nous aider un petit peu justement à aborder ce déconfinement-là et comment on s'y prend, on va se baser entre autres sur une très bonne étude avec le pays de l'Israël qui nous a sorti une grosse étude dans de Lancet à ce moment-là et qui nous a permis, nous, au Québec, en fait, au Canada, puis au Québec, on s'est basé beaucoup sur leurs super bonnes données et chiffres pour pouvoir faire un plan parce qu'on a vu que ça avait été un bon succès toujours avec la vaccination de pair. On va aussi aborder un petit peu qu'est-ce qui est sûr de nos vaccins, qu'est-ce qui est sûr de la situation actuelle, mais aussi les incertitudes, parce que ça reste toujours les incertitudes. Donc, je sais que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et donc, c'est pour ça que dans la période des questions qui va suivre, je vais vous répondre avec toute humilité, avec le meilleur de moi-même. Mais ce que je sais en tant que médecin, c'est que depuis plus d'1 an, la pandémie nous challenge d'heure en heure et puis c'est des choses qui bougent tout le temps. Donc, je vais essayer du mieux possible en ce 8 juin 2021 de répondre aux questions de ce qu'on sait justement et de pouvoir vous guider dans vos questionnements et dans vos préoccupations. Donc, juste petite parenthèse sur les cliniques TELUS, parce que vous voyez le tout nouveau branding depuis quelques temps. Donc, TELUS a acheté plusieurs cliniques. Alors, on a des cliniques Copeman, des cliniques Horizon, des cliniques Médicis et a décidé d'en faire donc un tout et de les appeler les cliniques TELUS Santé. Il y en a 16 à travers tout le Canada. Je vous dirais que le vecteur commun de ces cliniques-là, c'est vraiment la promotion de la santé, alors que ça soit d'un point de vue corporatif, personnel, occupationnel, on a toujours à cœur par tous les intervenants de nos cliniques de promouvoir la santé. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper contente de travailler avec eux à ce moment-là, puis être même directrice médicale d'une de ces cliniques-là, ça me fait super plaisir parce que j'y crois beaucoup. Parlons un petit peu de moi, on ne s'éternisera pas non plus. Donc, je suis une fille de Québec. Alors, j'ai fait le gros de mon doctorat en médecine à l'Université Laval. Après ça, je suis arrivée à Montréal où j'ai fait ma résidence. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'habite à Montréal. Le gros de ma pratique, en fait, au départ, je l'ai faite vraiment en médecine générale. J'étais vraiment un médecin qui faisait de tout, comme médecin de famille, même avec soins à domicile. Mais j'avais toujours en arrière de la tête ma petite passion qui était vraiment d'éduquer, d'encourager, de parler des bonnes habitudes de vie, de dépister, et de faire le suivi de tout ça. Donc, à un moment donné, je trouvais que ma pratique ne me permettait comme pas, je boudais un peu mon plaisir et puis c'est là que j'ai décidé de faire un grand saut en 2015 et de me joindre aux cliniques, puis maintenant les cliniques TELUS Santé et de pouvoir faire vraiment ce que je préfère, qui est de la médecine préventive. Donc, c'est pour ça que le
petit dernier paragraphe fait un peu le lien. Comme j'aimais toujours enseigner, j'ai toujours aimé prendre le temps d'expliquer aux patients, j'aimais la même chose aussi, donner des conférences à d'autres médecins ou des conférences à des patients ou des clients. Donc, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'ils sont peut-être venus me chercher. Ils ont senti que j'aurais un intérêt de vous parler aujourd'hui à ce moment-là. Donc, rentrons dans le sujet justement et parlons des vaccins. Comme je vous dis, je ne rendrai pas ça indigeste, c'est très, très détaillé, mais juste vous faire un peu comprendre notre situation au Québec, au Canada, puis plus particulièrement au Québec. Donc, en fait, retenir que les vaccins sont là pour développer votre système de défense. Ce qu'on veut, c'est que éventuellement, si un microbe rentre chez vous, que vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous en débarrasser. C'est ça le fonctionnement des vaccins. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Je vous dirais que présentement, au Canada et au Québec, on a vraiment retenu pour la COVID-19 deux grandes familles de vaccins à ce moment-là. Il y a les ARN messagers et il y a ceux à vecteur viral. Donc, le coronavirus, c'est un virus qui a à l'intérieur un petit brin génétique, un petit brin d'ARN à ce moment-là. Et donc, le premier, l'ARN messager, qui est du côté vaccination, c'est assez une première, c'est qu'on va chercher un petit morceau de ce brin génétique-là. On le met dans une petite enveloppe de gras, puis on vous l'injecte comme forme de vaccin. Il va rentrer dans la cellule de votre corps et il va en fait, l'ARN messager, c'est comme un livre de recettes qui s'ouvre pour votre cellule. La cellule va pouvoir donc cuisiner, concocter ce qu'on appelle la fameuse protéine S. La protéine S, vous savez, quand on regarde le schéma d'un fameux coronavirus avec tous ces petits pics qu'on appelle une couronne, c'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus, c'est ça, les protéines S, ce sont les petits pics. Et c'est ces petits pics-là qui permettent au virus de rentrer dans la cellule et de l'infecter. Donc, votre cellule va vous concocter une protéine S et votre corps, votre système de défense va voir ça, ne reconnaît pas ce gâteau-là qui a été cuisiné et décide de faire des anticorps pour s'en débarrasser et de faire des cellules de défense. Donc, si par malchance, le vrai virus rentre chez vous avec ses vrais petits pics, il va le reconnaître, votre système de défense, puis il va s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça. La deuxième famille dont on a ici, qui sont à vecteur viral, c'est qu'en fait, on a pris le virus, on l'a rendu complètement faible, une toute petite molécule tout à fait inactive, fait que ça ne donne pas la maladie, et on l'injecte sous forme de vaccin. C'est une forme plus classique de vaccin. Donc, même principe, votre corps ne reconnaît pas ça, se met à développer des anticorps et des cellules à ce moment-là. Donc, si le vrai virus arrive chez vous, on l'attaque et on s'en débarrasse. Les vaccins ARN messagers qu'on a présentement, vous les connaissez bien, il y a le Pfizer BioNTech et il y a le Moderna. Ceux à vecteur viral, il y a le Janssen qu'on connaît, mais qu'on connaît un petit peu moins, mais qui a été homologué, mais qui a moins de livraison chez nous. Mais le AstraZeneca ou Covishield, qui sont les mêmes, tout à fait le même vaccin, qui sont de cette façon-là, à ce moment-là, dans cette famille-là. Donc, deuxième point, c'est quoi être pleinement vacciné? C'est important de comprendre cette notion-là. Être pleinement vacciné, c'est 7 jours après avoir reçu votre deuxième dose. Donc, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas pleinement vacciné présentement. Vous avez eu une première dose, ce qui est déjà une très belle étape. Mais si on veut aller vraiment regarder vers l'avenir, comme on va voir un peu plus loin, et reprendre un semblant de vie un jour normal, si on peut appeler ça comme ça, il va falloir aller se faire vacciner pleinement à ce moment-là. Je vous donne juste quelques chiffres pour un peu illustrer ça. Une première dose d'un vaccin ARN messager va on entend plusieurs chiffres, là, mais retenez, l'INSPQ va vous dire 80% de protection. Avec votre deuxième dose, vous montez à 95% de protection. Pour un vecteur viral comme le AstraZeneca, ça va être un 60% après une dose, mais cette protection-là va monter à 80% après la deuxième dose. Donc, c'est majeur. D'ailleurs, quand on va parler d'Israël un peu plus tard, eux autres, vraiment, quand ils ont pu partir leur plan de déconfinement puis qu'ils ont vu vraiment la grande protection collective au sein de la communauté, ça a été vraiment après la deuxième dose. Ce qui m'amène aussi à parler de l'autre point, de la sécurité de nos vaccins. Les bienfaits, comme je vous dis, on va étoffer ça avec les diapos qui suivent. Sécurité d'un vaccin. D'abord,
un vaccin à risque zéro, ça n'existe pas. Un médicament à risque zéro, un tout traitement médical à risque zéro, ça n'existe pas. Je dis souvent à mes patients, en parlant des médicaments, que si les médicaments n'avaient aucun potentiel de risque ou d'effet secondaire, on appellerait ça des Smarties, ça se vendrait au dépanneur. Donc, à chaque fois qu'on pose un geste médical, et c'est la même chose pour vous, à chaque fois que vous avez une décision à prendre par rapport à un vaccin, c'est de vous dire, est-ce que la maladie pour laquelle ce vaccin-là va me protéger est plus dangereuse pour moi que le vaccin? Avec la COVID, c'est clairement oui. Il n'y a même pas de discussion. Le vaccin va vous protéger pleinement à ce moment-là. Je vous donne juste un chiffre pour illustrer le côté sécuritaire, puis on va en reparler un petit peu plus loin aussi. En date du 1er mai, au Canada, il s'est donné 13 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Et de tous ces 13 millions-là, seulement 5 000 cas de réaction d'effets secondaires ont été répertoriés. 748 de ces 5 000 cas-là rapportés étaient des réactions plus graves. Ce qui vous fait qu'une réaction grave à un vaccin contre la COVID-19, c'est 0,0006 %. C'est extrêmement faible à ce moment-là. Donc, il faut avoir confiance. On a fait les choses avec rigueur au Canada, puis les vaccins, ils sont sûrs. On va en reparler un petit peu plus tard. Justement, si on parle des bienfaits, ça nous amène à parler, qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui va être interdit à ce moment-là quand on va être vacciné. Donc, ça m'amène le grand sujet qui est très positif présentement, parce qu'encore là, on avait la conférence de presse cet après-midi. Ça m'amène à vous parler du fameux plan de déconfinement. Donc, évidemment, je pourrais parler des heures du plan de déconfinement en disant ce qui va être permis, interdit pour les semaines et les mois à venir. C'est très, très détaillé. Je vous invite vraiment à aller voir le site, que ce soit gouvernement du Québec ou gouvernement du Canada, même des sites plus municipaux chez vous à ce moment-là, parce que ça va avoir aussi, probablement, ça va être porté à vouloir se modifier parce que on est victime d'un beau succès. La campagne de vaccination va bien. Nos cas diminuent de façon vraiment significative. On a juste à voir, hier, on était à 150 cas. C'est un taux de cas d'infection le plus bas qu'on avait vu au mois de septembre 2020. Donc, c'est magnifique. C'est très positif. Donc, c'est cet équilibre-là entre notre vaccination, les cas qui diminuent, qui permet à ce moment-là d'alléger les mesures et de faire un plan de déconfinement. Le gouvernement au Québec, en fait, on s'est basé, puis c'est pour ça qu'on va parler d'Israël, puis on s'est basé un peu sur eux. On est allé voir pas mal partout ailleurs aussi pour voir qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui marchait bien. Donc, on a comme deux grands principes de déconfinement. On a celui par date, comme un calendrier qui va vraiment avec notre campagne de vaccination, puis le taux de vaccination qu'on obtient. Puis, il y a l'autre forme d'allègement par ce qu'on appelle paliers, qui sont nos fameuses zones de couleur. Et là, comme on vient de savoir, déjà, il n'y avait plus de zone rouge depuis hier, mais là, à partir de lundi prochain, il n'y a même plus de zone orange. C'est magnifique. Donc, on peut même parler de zone verte, là, on commence à voir vraiment une belle lumière au bout du tunnel. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on se permet d'alléger à ce moment-là les mesures. On y va progressivement, on est prudent à ce moment-là. Et c'est pour ça que lorsque le nombre de vaccins va avoir assez augmenté pour avoir ce qu'on appelle une immunité collective au Canada, donc on va être assise pour l'instant, on vise encore un 70 % de notre population, bien, on va pouvoir de plus en plus rentrer des mesures d'allègement à ce moment-là. Donc, ce n'est que de bonnes nouvelles. Alors, justement, comme je vous disais, on s'est penché sur l'étude d'Israël. Alors, Israël, ce qui s'est passé, c'est que eux autres ont fait une entente avec la compagnie Pfizer. Vous êtes sûrement au courant. Fait que Pfizer a dit, moi, je vous donne un gros lot de médicaments, je vous donne une plateforme de vaccination, mais en échange, je veux avoir vos données biomédicales pour qu'on puisse de façon réelle faire une étude à ce moment-là de notre efficacité en temps réel. Alors, c'est sûr qu'eux autres, donc, ils étaient en plein pic qui commençait de la troisième vague et ils ont commencé une campagne massive à ce moment-là avec un calendrier beaucoup plus serré parce qu'ils pouvaient se le permettre. Donc, la deuxième dose était donnée 28 jours après la première dose à ce moment-là. Donc, les patients étaient rapidement, ce qu'on se disait plutôt, pleinement vaccinés.
Et puis, cette étude-là est partie du 21 janvier jusqu'au 3 avril, quand on est arrivé à 72 des 16 ans et plus, parce que eux, c'était 16 ans et plus, avaient reçu 2 doses, et 90 des 65 ans et plus avaient reçu 2 doses. Donc, au total, toute population confondue, 50 de la population était dite vaccinée. Et ce qu'on a vu et qui a été spectaculaire, c'est la chute massive de leur troisième vague avec un plan de déconfinement qui a été vraiment super bien fait, de façon très progressive. Ils sont beaucoup misés sur la vaccination. Vous avez sûrement entendu parler de leur fameux passeport vert. Qui était vraiment au début, qui privilégiait les gens pleinement vaccinés et après ça, tranquillement, qui ont incorporé le reste de leur population. Ça a été un très grand succès et encore aujourd'hui, ils maintiennent certaines mesures sanitaires, mais tout va bien à ce moment-là. Donc, c'est sûr, bon, la situation actuelle au Canada et chez nous est un peu différente parce que notre programme de vaccination n'est pas aussi agressif à ce moment-là. Surtout qu'il a commencé très doucement, on risque d'avoir vraiment, comme vous le voyez maintenant, plus d'approvisionnement, plus de livraison de vaccins, une plateforme de vaccination qui est maintenant bien rodée. Fait que oui, on devrait voir un taux de vaccination. C'est pour ça qu'on se permet même avec Pfizer pour l'instant de devancer nos deuxièmes doses pour toutes ces raisons-là. Mais si on regarde nos chiffres, juste pour comparer, c'est sûr que nous, on a en date, le gouvernement du Canada fait toujours une revision à tous les vendredis. Donc, vendredi passé, on avait, nous autres, 56 de notre population canadienne qui avait eu une première dose, 5,7 qui avaient eu 2 doses. Au Québec, on était un petit peu mieux. On avait 66 qui avaient eu une première dose et 8,6 une deuxième dose. Mais comme je vous dis, ça nous permet quand même d'extrapoler quand on regarde Israël vers quoi on s'en va. Eux, ce qu'ils ont voulu voir à la fin de cette étude-là, ce qui est paru dans le Lancet, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet direct. Donc, quand une personne se fait vacciner, c'est quoi sa protection? Et ils se sont rendus compte, donc, à la fin de l'étude, ils avaient comparé les gens pleinement vaccinés, 7 jours après une deuxième dose, de toute leur population après 4 mois, comparativement à une population qui n'avait pas été vaccinée. C'est énorme. La protection de ne pas être malade de la COVID-19, c'était 95 d'efficacité. Après ça, la protection de ne pas avoir une réaction sévère qui amenait une hospitalisation, c'était 97 et de ne pas mourir de la COVID-19, c'était 96 Ça, c'est pour un vaccin, c'est énorme, c'est majeur. Vous, vos enfants, vous faites vacciner avec des vaccins jugés très, très efficaces, mais qui n'ont pas du tout ces chiffres-là, qui sont souvent beaucoup moindres. Donc, ça a été très, très révélateur et très positif à ce moment-là. Puis, on a vu que couplé avec un allègement progressif en mettant des mesures sanitaires qu'on enlevait tranquillement, ils s'en sont venus à un déconfinement qui a été tout à fait à succès. Donc, il nous reste de cette étude-là des choses encore à mettre des pourcentages. C'est plus l'effet indirect. On va en reparler un petit peu plus tard aussi. L'effet indirect, c'est qu'une personne non vaccinée, à quel point elle est protégée si elle se retrouve dans une population de gens vaccinés. C'est ça l'effet indirect, la fameuse transmission du virus par quelqu'un qui est vacciné. On se plaît à croire qu'on est beaucoup moins à risque de transmettre le virus quand on est pleinement vacciné, mais il nous reste encore quand même à peaufiner certaines études pour vous sortir des chiffres clairs par rapport à ça. Donc, alors c'est ça, on voit, puis nous ici, ben, l'effet, la troisième phrase, effet positif déjà visible, bien, on est en plein dedans, on voit que plus on a une vaccination efficace, plus on voit que les cas baissent, on voit vraiment que c'est relié quand vous regardez les chiffres, les tableaux du gouvernement à tous les paliers provinciaux, fédéraux, et que les plans de déconfinement à date marchent parce que plus on allège, on ne voit pas une remontée, au contraire, on voit encore un effet positif. Donc, alors, j'aime beaucoup cette diapo-là. Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Parce que c'est vrai qu'on en est là présentement. Quand je vous disais que ça bouge tout le temps, qu'aujourd'hui, on se parle le 8 juin 2021,
je vous dis ce qu'on sait, mais il y a encore des incertitudes qui sont là, qui vont être là pour encore un certain temps, c'est sûr. Alors, ce qu'on sait, donc, comme je vous ai dit un peu avec la diapo précédente, on le sait qu'on est efficace avec une bonne vaccination. On sait qu'on a contribué beaucoup à baisser rapidement cette fameuse troisième vague-là. On sait que les vaccins, ils sont sûrs. Santé Canada, quand ils font l'homologation d'un vaccin, ils le font avec le même sérieux, que ce soit pour la COVID, que ce soit pour un autre type de vaccin. Pourquoi ça a été si rapide? C'est parce qu'on a eu des sommes massives d'argent qui ont été investies. On a eu beaucoup de gens qui se sont investis dans la recherche sur ces vaccins-là. Et dans l'homologation, en fait, il y a toujours les fameuses 5 étapes, si vous allez lire là-dessus, elles ont été respectées. Mais il y en a même des fois on se permettait de pouvoir faire des étapes en simultané pour aller plus rapidement. Puis en plus, bien, les études, ça marchait. On trouvait des vaccins, des chercheurs étaient super bons. Fait que toutes ces étapes ont fait qu'on a pu rapidement se retrouver avec plusieurs vaccins disponibles, mais des vaccins sécuritaires. Rappelez-vous des chiffres que je vous ai dit, le fameux sur 13 millions de doses données, 0,0006 c'est extrêmement faible à ce moment-là comme effet secondaire grave. Là. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils sont efficaces. On vient d'en parler avec l'étude d'Israël, qui est probablement notre plus grosse étude présentement, mais il y en a d'autres qui vont s'en venir de plein de pays. Nous-mêmes, on en fait plein d'études, puis on va sortir avec de plus en plus de chiffres qui vont être super encourageants. On le sait, l'efficacité, elle est énorme là, de notre vaccin. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est important de maintenir les mesures sanitaires, qu'on n'est pas tous vaccinés pour l'instant, que la plupart ont une dose, il y en a qui n'ont pas encore de dose. Comment va s'en venir le rythme de vaccination pour les semaines et les mois à venir? Donc, on le sait que nos mesures sanitaires, elles continuent à contribuer beaucoup au succès de notre déconfinement actuel. Donc, se laver les mains, se garder une distanciation quand on nous le demande, se garder un masque quand on nous le demande, c'est important, puis on le sait que ça fonctionne, on sait qu'on a un réel impact avec ça. Ce qu'on sait aussi, ça m'amène un peu à vous parler de l'immunité collective et du geste collectif que vous faites en allant vous faire vacciner. Un gros merci d'ailleurs d'y aller et que vous allez y retourner pour la deuxième dose. On sait qu'on le fait pour soi, c'est vrai quand on se fait vacciner, mais on le fait aussi pour tout le reste de la population. Il y a certaines personnes même qui ne peuvent pas avoir le vaccin, il faut qu'on les protège à ce moment-là. Et si on veut finir même un jour par pouvoir tourner une certaine page, même au plan planétaire, bien, il faut que tout le monde s'y mette à ce moment-là. Et on sait que l'immunité collective, donc d'avoir une certaine proportion, un certain pourcentage d'une population vaccinée, c'est ce qui nous permet à un moment donné d'enlever, d'atténuer, d'éradiquer un virus parce qu'il n'y a plus de potentiel de transmission à ce moment-là. Fait que ça, on le sait que plus on vaccine, plus on s'en va vers quelque chose de positif. Si je vous parle par ailleurs des incertitudes, c'est vrai qu'on en a des incertitudes. On le sait avec l'étude qui est parue dans le Lancet en Israël, 95% de leurs cas étaient des cas avec le variant britannique. Fait qu'on est capable de savoir, par exemple, que le vaccin Pfizer est efficace contre le variant britannique, mais il y en a d'autres variantes qu'on est en train d'étudier. Elle est jusqu'où notre efficacité vaccinale. Présentement, elle semble pas pire, mais est-ce qu'à un moment donné, il va falloir encore plus massivement vacciner? Est-ce qu'il va falloir donner des troisièmes doses? Est-ce qu'il va falloir éventuellement avoir un calendrier vaccinal sur une base annuelle ou autre à ce moment-là, parce qu'il y aura toujours une espèce de mutation en cours? Ça, c'est une incertitude et il faut encore attendre de voir et étudier, continuer pour voir où on s'en va avec ça. Donc, c'est sûr, comme je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas répondre pour aujourd'hui. On s'accroche à ce qu'on peut et puis on se tient au courant, puis on va toujours travailler avec tout le domaine scientifique, toute la recherche pour pouvoir justement être toujours un petit peu avant ce fameux virus-là, puis être un petit peu plus rapide, puis essayer d'aller le chercher avant qu'il soit plus dangereux. Ça m'amène à vous. Donc, vous amenez à ma dernière diapo, qui veut un petit peu un compte-rendu de ce qu'on se parle. Je vous disais justement, donc, les facteurs déterminants, donc, quoi retenir pour l'instant?
gardez vos mesures sanitaires que la santé publique vous demande de faire. C'est important, c'est pas futile, ça change tout. C'est ce qui fait que la campagne de vaccination se poursuit avec un beau succès. C'est vraiment donc, on se lave les mains, on fait de la distanciation, je le répète encore, on garde son masque, on va voir le plan de déconfinement, puis on respecte les étapes qui sont en cours. C'est super important. Gardez votre confiance par rapport aux vaccins. Je vous l'ai dit, ce sont des vaccins sécuritaires et non seulement il y a eu beaucoup de rigueur pour les accepter, ces vaccins-là, mais il y a un suivi très, très serré. Tous les cas de mauvaises réactions, tout ça répertorié. Il y a des comités à tous les paliers de notre pays qui sont toujours en train de reviser pour voir. Vous le savez, on a eu le fameux AstraZeneca, on a fait un petit peu de tango avec ce vaccin-là, on a avancé, on a reculé. On a vu à un moment donné quand est-ce que le risque ne le remportait sur le bénéfice. Et on est en constante mouvance là-dessus parce qu'on veut rester le plus sécure possible. Donc, gardez une confiance. On a vraiment un système de santé publique qui est très, très à l'affût de ça. Donc, gardez aussi un œil sur nos variants, comme je vous ai dit. Il va en avoir d'autres. Ça m'amène un petit peu au dernier point qui est écrit, la vaccination des jeunes. Quand je vous parle de variants, il faut comprendre que les variants, en fait, c'est le résultat de mutations. Et les mutations des virus, c'est quand ils peuvent se transmettre. Et plus donc un virus se transmet facilement, plus il va avoir une capacité de faire des mutations et donc de créer des variants à ce moment-là. Et on pense que pour justement être efficace et freiner cette transmission-là, c'est éventuellement d'inclure nos jeunes. Présentement, vous le savez, au Québec, on est à 12 ans et plus sur notre vaccination, mais Pfizer et Moderna étudient présentement les 6 mois à 11 ans pour voir la sécurité. On sait que les jeunes, les enfants, s'ils attrapent la COVID, sont moins malades. On sait qu'ils ont un meilleur système immunitaire, ce qui fait des fois que vous entendez peut-être qu'ils risquent d'avoir de plus gros effets secondaires au vaccin parce qu'ils ont déjà un système immunitaire très, très, très en forme, très sportif. Mais d'un autre côté, s'ils sont sécuritaires et on peut les vacciner, ça va nous permettre d'aller chercher notre fameuse immunité collective. Ils font quand même partie de 20 de notre population. Donc, si on parle d'un 70 à 80 de population à vacciner pour avoir une immunité collective, on va devoir les inclure éventuellement. Donc, plus d'immunité collective, moins de transmission virus, on s'y plaît vraiment à y croire. Les chiffres s'en viennent là-dessus. Donc, moins de potentiel de muter, moins de potentiel de variants. Ça va être une façon de pouvoir mieux contrôler cette fameuse pandémie dans laquelle nous sommes depuis maintenant un bon bout de temps. Donc, écoutez, je vous laisse là-dessus. Peut-être juste vous montrer rapidement un petit diapo qui résume un peu ce que je vous ai dit en introduction, c'est que ça bouge beaucoup. On le sait, nous, puis vous le savez, vous aussi, de toute façon, où je vous donne le reflet de ce qu'on sait en date d'aujourd'hui, mais allez voir vos sites, allez sur les paliers municipaux, régionaux, provinciaux, fédéraux. Ils sont bien faits. Moi, j'en ai parcouru beaucoup pour la préparation de ma présentation. C'est bien fait, bien vulgarisé, ça répond à vos questions. Ça vous permet de vous garder vraiment à la page, tout comme un peu les conférences là, que les différents gouvernements nous donnent également. Donc, voilà, je vous laisse la parole et puis je vais tenter de répondre à tout ça. Oui, donc, merci beaucoup, Dr. Vanessa Bellefaux, donc pour cette présentation très, très, très intéressante. Je pense que tout le monde est bien excité d'avoir plus d'informations à ce sujet. En effet, ça dure longtemps. C'est une pandémie que ça fait un petit bout que ça dure, mais je pense qu'on voit certainement le bout. Enfin, du moins, on l'espère. Oui, mon Dieu, mon Dieu. Oui, en effet. Donc, on a eu quelques questions, en fait, puis la première est vraiment pertinente, donc j'y vais. Donc, où puis-je trouver des informations fiables sur la COVID-19 et les vaccins? Oui, excellente question. Puis on en a eu de toutes sortes des sites et ça reste vraiment clair que les sites gouvernementaux restent vraiment les plus fiables. Ils sont complètement nourris, eux autres, toujours par leur entité de santé publique.
Donc, ça peut être le site du gouvernement du Québec, site du gouvernement du Canada à ce moment-là. Et beaucoup de choses s'entrecoupent, mais moi, je vous recommande d'aller un petit peu sur les deux parce que des fois, ils n'ont pas nécessairement la même approche. Et puis, l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, va aller beaucoup nourrir donc ces sites-là. Alors, c'est toujours à jour, c'est avec beaucoup de rigueur, très scientifique, mais d'un autre côté, très bien vulgarisé pour vraiment tous, pour pouvoir comprendre. Il y a même une place où vous pouvez poser vos questions, puis il y a même une place où il y a la plupart des questions qui sont souvent posées avec les réponses. C'est très, très bien fait. Donc, vraiment, autant pour la COVID que pour la vaccination, c'est vraiment les sites qui sont le plus à jour. Sinon, ben, écoutez, il y a aussi comme par notre site TELUS Santé, on a aussi qui sont plus souvent des opinions ou qui vont regrouper certaines informations pour vous permettre de faire des petits résumés. Ça peut être aussi une autre plateforme qui est intéressante, mais vraiment, au lieu de vous en donner là, une dizaine, là, puis vous ne saurez plus, si vous prenez, là, moi j'ai toujours même mes sites ouverts, gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, c'est chaque jour ou chaque semaine, tout dépendant des départements, remis à jour, très, très bien fait. En effet, c'est des sources pas mal fiables. Donc, merci pour ça. Une autre question, est-ce qu'il y a des impacts négatifs si on mélange différents types de vaccins? Donc, très bonne question également. Alors, ils se sont penchés beaucoup là-dessus pour plusieurs raisons. Pour les gens qui avaient crainte de se faire donner une deuxième dose d'AstraZeneca après ce qu'on avait entendu, pour une question d'approvisionnement. C'est super intéressant et ça aussi, c'est en mouvance, je vous dirais présentement, donner donc une deuxième dose qui ne serait pas de la même famille. Pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication à faire ça. La plupart des sites vont vous dire qu'il y a un potentiel d'avoir plus d'effets secondaires. Par contre, si, par exemple, quelqu'un qui a eu un AstraZeneca se fait vacciner par la suite avec un Pfizer ou un Moderna. Donc, quand je parle d'effets secondaires plus à risque, je parle fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, se sentir mouchi-moucha dans les jours qui suivent. Mais il n'y a pas de contre-indication à le faire. Ce qui est intéressant, bon, au départ, quand on avait de gros chiffres, on était en plein dans la troisième vague avec beaucoup de cas dépistés positifs encore. On se plaisait à dire, écoutez, vous avez eu un AstraZeneca, allez garder tout de suite, puis allez prendre votre AstraZeneca comme deuxième dose. Si vous êtes capable de l'avoir rapidement, donc après l'intervalle minimal requis de 8 semaines. Présentement, je vous dirais comme on va très, très bien, on performe très bien au niveau de la quantité de cas infectés. Là, on commence plutôt peut-être à regarder la vaccination comme laquelle est la plus efficace. Il semblerait contre les variants, ceux à ARN messager, Pfizer et Moderna auraient une longueur d'avance. C'est pour ça qu'on commence des fois à se dire, bon, est-ce qu'on devrait dire aux gens qui ont eu leur première dose d'AstraZeneca, qui sont à risque donc de contracter le virus. Donc, est-ce qu'eux autres devraient attendre et de pouvoir avoir un ARN messager comme Pfizer ou Moderna comme deuxième dose? Je suis allée voir justement aujourd'hui même encore le site gouvernemental. Pour l'instant, eux, vous savez, on a un calendrier de vaccination où on peut devancer sur Clic Santé la deuxième dose, qui n'est que pour Pfizer présentement. Et quand on va voir leur explication par rapport à AstraZeneca, ils recommandent encore que les gens d'AstraZeneca première dose maintiennent deuxième dose AstraZeneca. Ça risque peut-être de bouger dans les jours et semaines à venir à ce moment-là. Donc, excusez-moi, j'ai fait une très longue boucle, mais pour répondre à votre question, il n'y a pas de danger. Et comme je vous dis, ça va être une question vraiment de calendrier d'approvisionnement. Je ne suis pas mal sûre dans les semaines à venir. Parfait. Puis à ce même sujet-là, en fait, tu viens de mentionner là, que ça va probablement changer si une personne qui a reçu le AstraZeneca pour leur première injection, s'ils doivent changer pour la deuxième dose. Est-ce qu'il y en a une que tu conseilles plus qu'une autre? En fait, présentement, il y a même une catégorie qui a comme pas le choix parce que la deuxième dose, avec toutes les dernières révisions qu'ils ont faites, la deuxième dose de AstraZeneca n'est que pour les 45 ans et plus, alors qu'on sait qu'il y en a en bas de 45 ans qui avaient reçu un AstraZeneca. Donc, eux, automatiquement, sont dirigés vers un ARN messager.
Puis les autres qui vont peut-être, ceux de 45 ans et plus, qui vont peut-être avoir le choix de ne pas aller chercher un deuxième AstraZeneca, ils pourraient aller vers un Pfizer ou un Moderna. Même chose, un peu l'inter-échangeabilité, c'est un grand terme, entre le Moderna et le Pfizer. On se plaît à croire, c'est la même famille. Il me semble qu'on pourrait, si j'ai eu un Pfizer, avoir un Moderna et vice-versa. Pour l'instant, le calendrier vaccinal gouvernemental ne l'autorise pas. Donc, ceux qui peuvent devancer leur deuxième dose de Pfizer, ce sont ceux qui ont reçu une première dose de Pfizer. Mais encore là, il risque probablement d'y avoir des changements. C'est à suivre, là. Suivre toujours le calendrier sur Clic Santé pour prendre les rendez-vous. Non seulement il y a la façon de prendre votre rendez-vous, mais sur cette plateforme-là de Clic Santé, il y a toutes ces indications-là qui sont remises à jour quasi quotidiennement. OK, parfait. Puis est-ce qu'il y a un certain laps de temps spécifique entre les injections qu'il faut attendre? Présentement, le temps minimal, 8 semaines. 8 semaines. OK, parfait. Une autre question qu'on a ici, si on a de l'information en fait du moment où nous allons enlever les mesures de sécurité au travail telles que les masques. Oui, alors on s'enligne probablement que ça va aller, encore là, on est dans l'hypothèse, mais si ça va bien, si le plan vaccinal va bien, notre immunité collective dont on parlait, avec donc un 75 de notre population avec 2 doses reçues à la fin de l'été. C'est encore l'objectif de notre gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas de signe qu'on n'y atteindra pas. C'est là, probablement, à la rentrée, qu'on pourrait voir un allègement de ces mesures-là. Vous savez que présentement, ça s'en vient que dans certaines situations précises dans vos lieux de travail, vous allez pouvoir enlever le masque selon s'il y a distanciation, plexiglas et tout ça. On est là-dedans déjà présentement. Mais l'espèce de retour un peu à la norme dans les milieux de travail, ça risque d'être en même temps que les écoles, donc à la rentrée à ce moment-là. Parfait. Puis quel serait le meilleur conseil en fait pour les personnes entièrement vaccinées de se protéger contre les autres personnes qui ne le sont pas du tout? C'est en fait, oui, c'est pas 100%, ça ne sera jamais un vaccin à 100%, même s'il est très, très efficace, le vaccin contre la COVID-19. Donc, toute personne, qu'elle soit pleinement, pour l'instant, encore là, je sais, il y en a qui vont peut-être penser aux États-Unis, où eux ont décidé que les gens pleinement vaccinés peuvent enlever leur masque. Pour l'instant, ici, c'est encore, on suit les mêmes recommandations, le même plan de déconfinement et d'allègement qu'on ait reçu 2 doses ou qu'on ait reçu une seule dose. Quand vous regardez ce plan-là, par ailleurs, si vous allez sur le site, par exemple, du gouvernement du Québec et que vous regardez le déconfinement par, je vous disais, par date à ce moment-là, vous allez voir, et même par palier de couleur, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a certains allègements qui sont réservés pour les gens qui ont eu 2 doses et d'autres qui ont eu une dose. Donc oui, déjà, il y a certaines choses qu'une personne ayant été pleinement vaccinée peut faire qu'une autre ne peut pas. OK, parfait. Puis dans la mesure où on devient là, comme les États-Unis, puis on prend la décision d'enlever les masques pour ceux qui sont vaccinés, comment on va être en mesure de différencier qui l'est, qui ne l'est pas? Pour l'instant, ça a été beaucoup discuté. Hein? Est-ce qu'on va faire un fameux passeport? Même, ils ont envoyé, là, vous avez dû recevoir sur vos téléphones intelligents ou tout autre appareil votre preuve de vaccination de première dose. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça pour l'instant? On garde le petit code barre puis on ne sait pas trop. Est-ce qu'on s'en va vers, comme Israël, carrément un passeport, donc qui va permettre à ceux qui sont pleinement vaccinés avec preuve de pouvoir avoir certains allègements que d'autres n'auront pas. Pour l'instant, c'est une excellente question. Il y a pas, pour l'instant, c'est sur la bonne foi, je vous dirais. Les gens disent s'ils ont été vaccinés 1 dose ou 2 doses à ce moment-là, mais on pourrait en venir. Et là, c'est le grand questionnement, est-ce qu'un employeur va pouvoir donc lui exiger une preuve de vaccination pour que son employé puisse accéder au lieu de travail? Dans les milieux de soins de santé, est-ce qu'on va pouvoir nous exiger que les patients qui viennent aient eu une vaccination ou même que les employés qui viennent travailler dans nos cliniques? C'est beaucoup de questions qui ne sont pas encore répondues pour l'instant. Parfait.
Merci beaucoup pour ça. Une autre question, puis ça, moi, je trouve qu'elle est pas mal intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de cas de santé mentale avec la COVID et tout ça. Donc, comment penses-tu que la santé mentale des individus va continuer à être impactée par la pandémie dans les années à venir? Un gros impact, c'est sûr. D'ailleurs, tu sais, quand on parle des mesures sanitaires à respecter, il y a l'autre volet à ça, c'est qu'il y en a qu'on n'a plus besoin. Il y a un allègement, puis dans ce temps-là, je dis de plus en plus à mes patients, prenez-les, ces mesures d'allègement-là, pour votre santé mentale. C'est important. L'être humain a besoin de revoir d'autres êtres humains. On a besoin de se rapprocher. On a besoin de socialiser. On a besoin de reprendre un semblant de vie normale, reprendre au niveau société, au niveau familial, au niveau, puis éventuellement, bon, quand les frontières vont s'ouvrir, et ça va beaucoup contribuer à reprendre justement les séquelles au niveau de la santé mentale. Et pour répondre à cette question-là, j'ai l'impression que ça ne se fera pas demain matin. Il y a beaucoup de phénomènes présentement qui se passent. Il y a les gens qui ont une anxiété au déconfinement. C'est une chose maintenant qu'il faut adresser. Il y a des gens qui sont vraiment pleinement affectés par toute cette pandémie-là depuis plus d'un an et demi, depuis un an presque et demi maintenant. Donc, il y a on manque beaucoup de ressources, vous en entendez parler. On parlait de listes de 20 000 patients en attente de soins au Québec en santé mentale. Donc, il va y avoir, j'espère, beaucoup d'investissements faits de ce côté-là. Il y a une espèce de syndrome toujours un peu post-traumatique de ces choses-là. Donc, une part d'incertitude aussi que je vous parlais qu'on a. Donc, un beau petit cocktail pour que ça se poursuive, d'où l'importance de pour vous, là, chacun de vous qui êtes là, il faut nommer. Moi, je dis déjà aux patients, quand je les ai dans mon bureau, nommez comment vous vous sentez en dedans, mettez des mots là-dessus, parlez-en aux gens autour de vous. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes plus capable. Et chacun, à tout âge, à toute tranche de vie, chacun a son d'autres défis, son d'autres challenges, a souffert pour plusieurs raisons. Donc, il faut en parler, il ne faut pas s'isoler dans ce point-là. Chacun le vit différemment. Donc, et d'aller chercher de l'aide. Oui, on parle de psychologues, on parle de travailleurs sociaux, mais on peut aller chercher une aide psychologique de façon aussi toute simple par des gens près de nous, par des collègues, par différents types de thérapeutes, des fois avec qui on se sent confortable de parler. C'est important de vraiment s'ouvrir à ça. Euh, oui, ça va être, il va avoir des conséquences. C'est à étudier. Je sais qu'on lit beaucoup dans les journaux. Il y en a qui essaient de faire le pendant avec des gros pans de l'histoire. Est-ce qu'il va y avoir parallèlement à ça des grosses bouffées, au contraire, de positivisme, puis des espèces de, de, d'explosion au niveau culturel, social, scientifique. On va le voir à ce moment-là, mais il faut garder, il faut être à l'affût du côté des dommages au niveau santé mentale et puis ne pas lâcher notre gouvernement pour qu'il continue à aider massivement tout cet aspect-là. Tout à fait. Parfait. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Honnêtement, ça a été très, très, très bien répondu. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Je ne sais pas si tu as d'autres peut-être conseils à donner aux gens par rapport à la COVID, justement, par rapport à tout ce qui se passe. Mais de ne pas hésiter justement d'aller voir votre médecin ou tout autre professionnel de la santé parce que oui, il y a les plateformes, mais des fois après ça, vous pouvez avoir des questions plus personnelles à vous qui ne sont pas répondues et puis on est toujours là. Je veux dire, avec, comme je vous disais tout à l'heure, je ne cesserai jamais de dire avec toute humilité, avec tout ce qu'on sait, nous-mêmes, on est toujours en train de s'adapter puis de se mettre à jour à ce moment-là pour vous apporter les meilleures informations. Mais vos médecins sont là, puis vos infirmières sont là, puis n'hésitez pas là, à nous contacter quand vous avez des questions, des préoccupations. Parfait. C'est bon conseil. Il y a juste une autre question qui vient de surgir, là. Donc, ça serait quoi ton avis par rapport aux, aux effets des médicaments immunosuppresseurs sur le vaccin de la COVID-19?
En fait, c'est très étudié. Les contre-indications là, vraiment formelles des vaccins, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Ils parlent vraiment de ceux qui ont fait des grosses anaphylaxies au vaccin ou à certains constituants du vaccin qui pourraient avoir une contre-indication, ou encore ceux qui sont très, très immunosupprimés. Encore là, c'est très du cas par cas. Donc, c'est pas que je veux pas répondre à la question, mais c'est une très bonne question parce que moi-même, je me fais beaucoup questionner, tu sais, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Fait qu'on lit beaucoup là-dessus. Puis, ils sont encore, comme c'est encore prévalent et encore très méchant, cette COVID, chaque personne, ça va être du cas par cas. Est-ce que la COVID reste plus à risque que mon traitement immunosuppressant ou encore, ou même ma condition à moi qui affaiblit mon système immunitaire? Tant que le vaccin peut apporter des bénéfices, ils vont vacciner ces gens-là. Donc, même des gens qui pourraient être traités avec certains immunosuppresseurs vont avoir l'indication d'avoir le vaccin. Mais encore là, donc c'est peser le risque et le pour et le contre à ce moment-là. Mais des gros immunosupprimés, j'en ai vu, moi, que finalement, on a eu des rencontres, et puis on a parlé avec les spécialistes et finalement, il y avait une contre-indication, c'était trop risqué. OK, parfait. C'est ça, ça dépend de chaque individu, là, Oui, et ça, j'imagine. vraiment, ils disent, allez voir votre professionnel de la santé, demandez avec ma condition particulière, soit au niveau de mon traitement ou au niveau de ma maladie, est-ce que je peux ou pas? Parce que c'est comme un peu, je vous donne un autre exemple, une femme enceinte, il y a certaines femmes enceintes que la maladie de la COVID est beaucoup plus à risque pour eux, même s'il n'y a pas eu d'études, évidemment, éthiquement parlant, il n'y a pas eu d'études avec des femmes enceintes, c'est plutôt présentement, on recueille les chiffres des femmes enceintes qui se sont faites vacciner pour voir que ça semble quand même sécuritaire. Puis Mhm. donc, présentement, on va vacciner la plupart des femmes qui pourraient être en exposition à la COVID-19, donc des femmes qui allaitent ou femmes qui sont enceintes. Ça vous donne un exemple que c'est toujours une question du risque de la maladie versus ma condition. Parfait. Puis là, on parle de femmes enceintes, puis ça me fait penser à tous les événements qui ont été manqués dus à la COVID. Donc, selon toi, là, tu penses que comment que les gens vont réagir là, quand on va vraiment être libéré de tout ça? Est-ce que tu penses que il va y avoir des impacts négatifs? Est-ce que ça va revenir? Qu'est-ce qui va se Tu parles passer? au point de vue des mœurs des gens, de leurs habitudes de vie? Ouais, exact. Ah, ben écoute, j'espère que ça va être pour le mieux. J'espère que moi, j'ai vraiment le même discours depuis plus d'un an avec mes patients. Je leur dis, c'est assez fou tout ce qu'on vit. C'est historique, c'est unique, cette pandémie-là. Soyez fins avec vous. Ne vous tapez pas dessus présentement. Ça a été une année tough. Les gens ont moins pris soin d'eux, pris plus d'alcool. Il y en a qui ont fait moins de sport, moins bien manger. Moi, je leur dis, OK, c'est correct, on le sait, là, vous savez, vous êtes les premiers à voir que oui, c'est pas bon, puis vous avez pris du poids, puis le cholestérol a monté dans vos prises de sang, tout ça. C'est correct. À partir de maintenant, on peut commencer à reprendre vie, on peut recommencer à prendre nos activités. Tranquillement, reprenez vos bonnes, puis on va pouvoir tourner une certaine page, puis se remettre en forme. Il n'est jamais trop tard. Donc, j'espère que les gens vont vraiment se reprendre en main à ce moment-là. Et c'est hyper important, autant pour le mental que pour le physique, comme on dit à ce moment-là. Donc, moi, j'espère bien que à mesure que les gens vont être sécurisés de voir que le déconfinement se fait bien, de regarder les autres pays, de regarder que ça va, ils vont eux-mêmes aussi s'impliquer dans le mouvement. Ça prend de la vaccination, allez vous faire vacciner. C'est vraiment le message qui reste là le plus important aujourd'hui. C'est quand qu'on va savoir que c'est littéralement la fin, puis il n'y en aura plus de COVID. C'est quand qu'on va savoir ça? On le Je sait vous pas. laisse avec un gros point d'interrogation. J'oserais jamais répondre à ça. J'aimerais tellement avoir une boule de cristal. Je ne le sais pas à ce moment-là. Mais on est dans l'histoire, on est passé à travers de grosses épreuves. Et je crois en l'humain, je crois en notre petite planète, puis on va être capable de se retrousser les manches. Puis je suis positive, puis on peut juste s'accrocher présentement à la belle période qu'on vit, aux statistiques qu'on a jour après jour ces temps-ci, puis s'accrocher à tout ça avec le plus de positivisme, si ça se dit ce Exactement. mot-là. Et je pense que ça conclut bien aussi ce webinaire. Donc, avec vraiment là, des pensées positives, là, je pense qu'on va tous pouvoir y arriver, puis on va arriver à la fin tous ensemble. Oui, oui, oui. Sans pas. Merci beaucoup. Merci, Christina. Merci Merci. à vous tous. Oui. Merci beaucoup pour votre temps. Bye bye. Bye bye.
Merci.